voudrais vous parler des rapports entre histoire et sociologie, et en parallèle des rapports entre astronomie et astrologie. À une certaine époque, dans les années 30, Marc Bloch, dans on appelle l'école des Annales, qui correspond à ce qu'on appelle aussi la nouvelle histoire, ou l'histoire de longue durée, ou la longue durée, etc., soutenait le fait que l'histoire devait s'appuyer sur la sociologie. Moi, je pense que c'est l'inverse qui est vrai. L'histoire fournit aux sociologues, par sa vocation à conserver et à archiver, elle fournit aux sociologues des données précieuses. Donc, par conséquent, c'est l'histoire qui serait au service de la sociologie et non pas l'inverse. Des données précieuses parce qu'elle va permettre aux sociologues de se reporter dans le passé et de retrouver des données qui sont du même ordre que celles qu'il peut avoir appréhendées de son temps. Dans le cas des rapports entre astronomie et astrologie, il en est à peu près de même, selon moi. À savoir que l'astronomie fournit des données historiques, des données cosmiques du passé, qui pourront servir à la recherche astrologique. Donc, l'astronomie et l'histoire nous permettent de voyager dans le passé, et dans l'avenir éventuellement, dans le cas de l'astronomie. Mais elles ne font que engranger des informations, elles stockent des mémoires qui sont précieuses pour la recherche sociologique et astrologique, deux recherches qui, à mon avis, de toute façon, sont très proches l'une de l'autre. Car le rôle de l'astrologie, c'est bien de sous-tendre quelque part la sociologie. Mais, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est aussi l'approche sociologique qui permet de faire avancer la réflexion astrologique, puisque la sociologie nous permet d'appréhender des faits sociaux, et cela va demander à l'astrologie, et à l'astronomie en réalité aussi, plutôt qu'à l'astrologie, de voir si certains faits sociaux qui se reproduisent à certains intervalles correspondent à des configurations astrales récurrentes. Ça, c'est un premier point que je voulais faire. Le deuxième point correspond aussi à cette dialectique sociologique, justement, à savoir qu'à certaines périodes, les sociétés tendent à un processus d'union, une espèce de rassemblement de forces extrêmement différentes, de paramètres extrêmement différents, qui arrivent à tenir ensemble. Et à d'autres moments, ce ciment, cette aimantation, n'a plus beaucoup d'effet. Le facteur gravitationnel est fléchissant et déclinant. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'union est une force qui peut correspondre à une réalité en soi, et la désunion, c'est pas un phénomène du même ordre que l'union.
Je ne dis même pas que c'est pas parce que ça n'a pas le même effet, mais il n'y a pas besoin d'effet, il n'y a pas besoin de cause. L'union, il y a une cause qui fait que les choses tiennent ensemble. Quand les choses ne tiennent plus ensemble, eh bien il y a des unions. Mais la désunion n'est pas en elle-même une force. C'est une sorte de trou noir, si on veut. C'est une absence. On peut dire que c'est la formule quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Eh bien, quand la conjonction ne se fait pas, eh bien c'est la dispersion, ça va dans tous les sens. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de solidité, de conviction à rester ensemble. Par conséquent, le temps de la désunion est beaucoup plus long que le temps de l'union. Le temps de l'union, au fond, est exceptionnel quelque part. Il faut des configurations exceptionnelles pour qu'il y ait union de forces antagonistes, comme par exemple le peuple et l'élite, au niveau de ce qu'on appelle la lutte des classes. Et quand cette force de cohésion, on dirait en astronomie, de conjonction de quoi avec quoi, j'en ai parlé par ailleurs, conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, enfin, je n'ai pas l'intention d'en traiter ici. Quand cette conjonction visible dans le ciel ne se fait plus, quand le signal pavlovien n'est plus net, eh bien, la motivation unitaire se dissout, se défait. C'est la défaite de l'union. C'est pour ça que je dis, on peut évidemment essayer de situer à quel moment le maximum de désunion peut avoir lieu, effectivement, peut-être, mais il me semble, d'après mes travaux, après mes observations, que dès que l'orbe, comme on dit en astrologie, l'orbe, dès qu'on sort de l'orbe en question, donc un certain espace de temps en question qui est propre à l'union, eh bien, on tombe dans une sorte de no man's land, de période où les choses ne vont plus, on passe du centripète au centrifuge, en quelque sorte. Et cette période de centrifugie peut être assez longue et peut connaître éventuellement des moments particulièrement forts aussi, mais qui sont non pas liés à un processus en lui-même qui irait dans ce sens, mais à une absence de processus, un vide, une vacance.